Des surprises, des matchs palpitants, c'est beau, c'est chaud, ce sont les playoffs NBA. On est ravis d'être là aujourd'hui avec vous dans ce nouveau First Talk de la First Team pour pouvoir en parler. Erwan Abotret, Thomas Dufan bien sûr, yeah, ici comme tous les lundis. Et bien sûr, comme d'habitude désormais en direct avec vous sur le stream.fr en direct. On répond à vos questions, on prend vos commentaires. Comme d'habitude, on s'amuse ensemble, tous ensemble pour cette émission. Élise Boila sera là bien sûr pour parler de la draft du 21 juin comme d'habitude, comme chaque semaine désormais. Et puis au programme de double focus, double débat presque j'ai envie de vous dire parce que... Et je joue un bilan français, je m'en fous, je le spoil. Ouais, bien sûr, il y aura des sons. Content. On est sur place pendant ces playoffs, la First Team est sur place aux États-Unis pour vivre ces playoffs et vous les faire vivre. On aura donc des réactions de vestiaire en exclusivité dans ce First Talk. En effet, Erwan a raison. On parlera aussi évidemment de la chute des Blazers. Que faut-il faire? Quel avenir pour eux, pour les Blazers de Damian Lillard? Allez, tout de suite, on rentre dans le feu de l'action. Direct les playoffs, version conférence Est. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Allez, on va voir le tableau, le bracket, le récap de cette conférence Est, tous ensemble pour se remettre les idées en place, les matchs en place. C'est hyper serré à l'Est, on adore, on kiffe parce que du 2-2, il y en a partout, sauf le match entre l'Heat et les Sixers. Mais on va en parler plus tard des Sixers. D'abord, on revient sur la perf de cette nuit, le match des Cavs, la victoire 104-100 face aux Pacers et l'égalisation, donc le mano à mano qui continue entre Cleveland et Indiana. Qu'est-ce que vous en pensez là de cette série? Encore LeBron James, énorme, 32 points. Il s'occupe de tout. Tout doit passer par lui. Maintenant, il faut qu'il emmène les gens avec lui. Donc hier, LeBron James a été énorme. Ça, c'est pas une surprise. Par contre, c'est que les Cavs ont enfin répondu, enfin, comme ils le font des fois par parcimonie, mais là, ils livré un vrai combat. C'est toujours en attaque, ça se passe pas beaucoup la balle, mais par contre, sur le talent, J.R. Smith, Jordan Clarkson, ils ont mis des paniers et ça fait du bien. Et défensivement, pareil, il n'y a toujours pas de vrai principe collectif, mais au moins, ils se foutent le cul par terre, ils mouillent le maillot, comme diraient les supporters de foot. Et quant à un LeBron James, eh ben, finalement, hier, ils reviennent à 2-2 dans la série et ils récupèrent l'avantage du terrain. Le truc, c'est que dans cette série-là, on a, et on le savait, LeBron face au reste du monde, face à un collectif, face à une équipe d'Indiana qui vend chèrement sa peau et qui, je pense, s'est vu, alors pas trop beau, mais sur ce match-là, ils devaient le prendre. Ils sont à domicile, ils ont ça, ils ont cet avantage-là, du public avec eux et tout ça, et ils ratent quelque chose, d'après moi. LeBron est très fort, je l'entends, mais ils sont en position de gagner et ils ont mal géré cette fin de match, alors que sur le match 3, ils l'avaient très bien Mais géré. tu sais ce que c'est, finalement, ce match-là, c'est le match où tu peux faire le break sur LeBron James. Et c'est un match différent, forcément. Oui. Et c'est aussi l'apprentissage un petit peu des playoffs et de grandir pour une équipe. Ils ne sont pas passés loin, mais il leur manquait finalement encore un petit peu cette expérience. Et j'ai envie de te dire qu'à l'envie, il y a l'expérience. Les Cavs sont passés. Pour autant, quand vous parlez là des Pacers donc, qui ont échoué, on parle de fragilité. Tu as posté une photo sur Twitter où on voit Tyronn Lue esselé sur un temps mort. Mais... Ce sera mon flop, alors, on en parlera en fin d'émission. On en parlera, mais justement, quand même, pour revenir sur ce match, c'est quand même signe que ça peut aussi repartir dans l'autre sens dès le prochain match pour Indiana. Le match 5 va être déterminant. Waouh, j'adore quand on dit des trucs comme ça. Évidemment que ça va être déterminant, ça va jouer à Cleveland, mais c'est vrai qu'Indiana, aujourd'hui, regarde Cleveland et LeBron les yeux dans les yeux. Et ça, en soi, sur un premier tour de playoff, c'est déjà un exploit. Maintenant, à eux de voir... Enfin, on va voir, là, très rapidement, dès la semaine prochaine, si cette équipe a à la fois, je sais pas, les certitudes, mais aussi les coronesses de passer. Parce qu'il ne s'agit que de ça, Erwan l'a dit, personne n'a encore tapé LeBron dans cette conférence Est. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? C'est la grande question qu'on se pose. Moi, je leur souhaite. En tout cas, Oladipo, hier, il passe au travers sur l'adresse, et ça se joue aussi là-dessus. Oladipo, hier, on aurait dit moi au bac, hein, c'est 5 sur 20, et c'est 3 sur 8 à 3 points pour 17 points, certes, 0 de plus-manus. Il n'a pas pesé sur le match, et surtout transparent sur la fin du match, mais ça reste encore, c'est une série qui ça se tient. 104, 100, à part le premier match, tous les matchs ont été serrés, et quand on voit qu'ils perdent de 4 points et qu'ils prennent un buzzer en fin de premier quart-temps de l'autre bout du monde. Ouais. Donc finalement, ça se joue à des détails, mais une fois de plus, quand ça se joue à des détails, c'est l'expérience qui prime, même si Kevin Love, qu'on voit derrière toi, a été bien transparent, notre ami. J'ai aimé l'attitude. C'est pas maintenant que les Cavs vont se remettre à jouer collectivement. Par contre, ils ont dû se dire, bon, au moins, on se la met, quoi. Ça veut dire que là, LeBron James, dans tous les cas, il fera son match exceptionnel. On sait qu'il aura rendez-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un mec comme Kyle Korver hier qui a été très bon, qui font la différence et leur permettront de passer ce tour. Bien sûr. De toute façon, les seconds couteaux doivent être au niveau pour passer. Aujourd'hui, ils n'ont pas de marge.
On le voit dans les scores. On voit dans, tu vois, c'est plus du tout l'équipe offensive qu'on avait l'habitude de voir sur les playoffs avant. Ils avaient clairement fait ce choix de jouer l'attaque à tout va et de courir. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ils sont en ric-rac. La marge, elle est comme ça. Voire, il n'y en a pas du tout. Donc moi, j'ai envie de... Alors, on connaît les qualités de LeBron et tout ça. J'ai envie de voir comment vont réagir cette équipe d'Indiana. Est-ce qu'ils sont capables d'aller prendre ce match 5 à l'extérieur? Ce serait une perf assez incroyable. Élise, Élise, faut couper ton micro, on t'entend. Apparemment, on t'entend, Élise. Et donc, juste pour finir, Cleveland a gagné son premier match sur le parquet d'Indiana hier soir. Et en soi, c'est un exploit quelque part, puisqu'ils avaient dominé sur la saison régulière et donc sur le match 3 des playoffs. Juste pour finir, Thibaut, l'adresse, il faut qu'ils mettent. On sait, bien sûr. que Cleveland, ils sont condamnés à mettre un peu dedans. 12 sur 34 tirs, alors ça fait beaucoup de tirs. Ouais, mais de l'autre côté, c'est 12 sur 33 aussi. 12,5, donc ça fait un 35%. Mais voilà, quand J.R. Smith est à 4 sur 10, quand Clarkson est à 2 sur 3, quand Korver est à 4 sur 9, ça donne un peu d'air à LeBron James en attaque. Et bon, Kevin Love lui passe au traviole, mais. Un mot tactique sur l'impact Miles Turner qui a fait son match hier. Pourtant, finalement, lui, il pourrait être plus imposant, poser plus de problèmes. 7 sur 9 au tir, 17 points, donc c'est un match très propre. Ouais. Mais est-ce que là-dessus, il n'y a pas une adaptation à faire? On l'a dit, on l'a répété avec Thomas, que sur ce poste 5, avec Tristan Thompson qui est complètement mis de côté, même si hier il a joué quelques minutes, il y a peut-être moins tactiquement pour Nate McMillan et les Pacers d'aller réfléchir avant le match 5, d'aller peut-être appuyer beaucoup plus fort là-dessus. On voit que Kevin Love ça lui plaît pas, même quand après il est décalé en poste 4, il perd ses repères en commençant en 5. Il y a peut-être moyen, sur de la viande avec Turner et même Al Jefferson, d'aller peut-être appuyer là-dessus, sur ce Là, aujourd'hui, ils le font, puisque je vois Turner est à 23 minutes, il fait un petit match à 17 sur 9 au tir, 3 rebonds. Mais Sabonis c'est très bon en sortie de banc, il est à 25 minutes, 19 points, 6 rebonds. Al Jefferson, clairement, ils l'ont sorti de la rotation. On rappelle qu'au côté Cavs, il y a Perkins qui est là, ils l'ont signé juste avant les playoffs. Mais bon, ça fait de la viande. Moi, tu vois, le truc, c'est que là où je te rejoins, c'est que la clé, elle pourrait être là. Mais clairement, ils font le choix de jouer sur les extérieurs avec Darren Collison, avec Victor Oladipo dans les derniers moments. Mais c'est bien normal. Et Bogdanovic qui sort un match extraordinaire sur le match 3, les yeux dans les yeux avec LeBron James. Hier, il passe hier compliqué. De toute façon, il va pas faire 30 points à chaque match, ça on est d'accord. Moi, je crois sincèrement que tout va se finir va se jouer avec la balle dans les mains d'Oladipo et c'est lui qui va devoir faire la décision. Ça ne pas que Miles Turner qui est bon, shoot que 9 fois. Il a eu des problèmes de faute. Peut-être un peu d'alternance. Il a eu des problèmes de faute. C'est lui ou Sabonis. Sabonis est très bon lui aussi. Il met il met des tirs en tête de raquette. Il est dur au mal. Il va chercher des fautes. Bref, non, moi je pense sincèrement que. Il va se les chercher, tu vois. Sabonis, il va se les chercher. On n'a pas un vrai post-up où on peut appuyer et faire mal sur ce poste 5-là. Mettre très vite Kevin Love peut-être dans les fautes. Mettre peut-être très vite aussi Larry Nance Jr. dans les fautes. Donc c'est sur l'entame de match. Et obligé. Et là, on sait que c'est un gros problème pour les Cavs. Obligé de Tyronn Lue à coacher. Et peut-être décaler LeBron James sur ce poste-là. Juste un tout petit mot sur le show Stephenson. Régalade. Appréciable en playoff, ça fait plaisir. Régale. Tu vois, on en parlera aussi, tu vois, mais 2 top et flop, et ben on en parle maintenant. Parce que moi, je te dis que Stephenson, il me régale. Il n'y a aucun mec qui fait, pas péter les plombs à LeBron, mais en tout cas, qui lui dit, vas-y, tu vas voir, je vais être chiant, et qui arrive à l'embêter. C'est très bon. On enchaîne justement avec une autre série attendue de façon, parce qu'elle allait être très serrée, et elle l'est. On se régale entre les Bucks et les Celtics. On en est là aussi à 2-2, avec un 104-102, malgré 34 points de Jalen Brown. Une victoire donc des Bucks qui égalisent. Là, on se dit qu'on est dans un régal total on espère un match 7. C'est annoncé. Moi, j'ai dit match 7 dans mon bracket. Je vois les Celtics pas passer en 7 matchs. Et clairement, quand on voit le match d'hier, ça me conforte dans l'idée que cette série va être très ouverte. C'est 2 contre 7. Mais moi, j'ai dit, oula, à l'Est, celle-là, elle peut piquer. Attention aux Bucks. J'adore l'adaptation faite de Joe Prentry. On se souvient des difficultés d'Eric Bledsoe à jouer. Je t'avais dit, est-ce qu'on le met sur le banc? Est-ce qu'on met Brogdon à la place? Et en fait, la solution, ça a été de mettre Brogdon à côté d'Eric Bledsoe. Et je trouve que ça le rend plus juste, Eric Bledsoe. Oui, il n'est pas meilleur. Hein. Ouais, mais en tout cas, il est pas meilleur. C'est pas pour ça qu'il gagne. Hein. Non, mais en tout cas, je le trouve c'était quand même une match-up importante sur lequel ils étaient dominés sur le match 2. Et de mettre Brogdon, ça amène un petit peu plus de justesse et d'alternance sur l'attaque des Bucks. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on est dans la vraie série à l'ancienne où jouer à domicile, c'est un véritable avantage. Ces dernières années, on a toujours vu les bonnes équipes dans les grosses séries aller gagner à l'extérieur. Là, tu as 2 matchs à Boston. On sait que le TD Garden est une âme en soi. Tu gagnes les 2 premiers matchs alors que c'était annoncé quand même. Moi, je partais plutôt sur un 1-1 après ces 2 premiers matchs. Là, tu retournes à Milwaukee avec clairement le coup près. Tu gagnes le 3e match, tu gagnes le 4e match dans des matchs, mais tu sais où tu suffoques tellement c'est incroyable. Hier, Brogdon marque un 3 points. Derrière, il faut une petite claquette de Giannis à 5 secondes de la fin pour aller remporter le match, alors que Marcus Morris, juste derrière, a un tir ouvert pour Marcus Morris, entre guillemets, sur un contre 1. Il peut marquer. Donc tu te retrouves à 2-2.
t'as chaud aux fesses, mais tu te retrouves quand même avec deux certitudes sur ces deux matchs à domicile. Middleton est très très fort sur cette série, Giannis est au niveau, et même Jabari Parker, quand il joue à domicile, est bon. Jabari Parker, les 2 premiers matchs à Boston, il joue peu et il est pas bon. Il avait gueulé. Il y a eu, je pense, une vraie explication. Et hier, il est bon. Hier, il est bon. On retrouve un vrai Jabari Parker. Il a 16 points hier. Un peu de tir extérieur et ça change tout. C'est ce qu'on disait dans les clés de cette série. Il faut qu'autour de Middleton et d'Antetokounmpo, il y a des mecs qui puissent éclore. Et Brogdon le fait, Jabari Parker le fait, et c'est très intéressant. Là, du coup, avec ces 2 victoires là d'affilée, ils remettent la pression sur les Celtics. Tout à fait. Match 5, quasiment pas le droit à l'erreur. Ça me fait penser à la série, à la demi-finale l'année dernière face à Washington, où l'avantage du terrain risque d'être primordial. Sauf qu'avec des Celtics dont on voit le karma, ils sont tellement soudés, ils sont bons partout sans avoir les stars, ils abandonnent jamais. On se dit que finalement, les pousser dans leur retranchement, Jason Tatum et Jalen Brown sont des stars. Ils sont déjà stars. Ils sont des futurs stars. Ils sont jeunes. Mais hier, moi, je les voyais comme des stars. Jalen Brown, surtout. Mais même Tatum, il a des séquences. Il met un tir énorme pour repasser devant et tout. Il met un gros tir. C'est des paniers de stars. Alors voilà, si tu veux, c'est pas des stars. En tout cas, ils mettent par moment des paniers de stars. C'est des stars qui coûtent pas encore trop cher alors. Ouais, mais ça sera l'occasion d'un débat dans quelques années, certainement. Mais ce cœur qu'ils ont, puis parce qu'ils se font vraiment rentrer dedans terrible en première mi-temps, et pas une fois ils baissent la tête, ils reviennent petit à petit. Je vois Nomad qui dit Marcus Smart ne devrait plus tarder à revenir. Ce serait bien. Il est surexcité sur le banc. Il est complètement malade. C'est justement ça, je l'ai vu là, avec sa veste là, il était prêt à tout péter. Hulk. Un dernier mot sur cette série. Ça y est, on est reparti là dans une fois qu'il y a 2-2 dans une autre série là. Complètement. Une série en 3. Série de Jeep Elite. Au meilleur des 3. Une série de Jeep Elite. Une petite série. Mais c'est vrai que ça va être marrant en tout cas. Ouais, de premier tour. En tout cas, ça va être marrant d'imaginer cette équipe de Boston taper Milwaukee, parce que moi, jusqu'à la preuve du contraire, Milwaukee, avec toutes les forces en présence, était favori. Mais je vois que Jalen Brown, tu l'as dit, hier soir, il est quand même à 34 points, 8 rebonds, 13 sur 24 au tir, dont 5 sur 8 à 3 points. Ça, c'est des stats, mon gars. Tu le disais, de restat. Jason Tatum est à 21 points. Aaron Benz à 9 et 10. Terry Rozier fait un petit match. Et que à 10 points, à 2 sur 10 à 3 points, il a encore envoyé, lui, il s'en bat les steaks. Alors là, Brogdon qui fait pas un gros match offensif, mais qui du coup apporte de la densité défensive. Ça je l'entends. Mais même en attaque. Oui, j'entends, mais après, mais c'est un bon joueur. D'accord. Il a quand même une paire de burnas assez énorme. Il met un gros tir dans le corner. C'est pas la première fois qu'il met des tirs importants. Souviens-toi à Boston sur le match 2. Je me souviens très bien, c'était la semaine dernière, dimanche soir. Ce tir qu'il met, puis je trouve que même s'il met pas 15-20 points, il est juste, il met plus de tempo. Je le trouve beaucoup plus en contrôle qu'Eric Bledsoe, qui finalement presque lui se décolle dans un rôle de deuxième arrière. Ils alternent. Et en tout cas, pour les 2 franchises, celle qui va être éliminée, ça va être dur parce qu'être éliminé au premier tour, quand on fait des performances comme celle-ci, pas facile. On enchaîne les autres matchs à l'Est. Là aussi, c'est serré entre Washington et les Raptors. 2 partout. Égalisation hier soir, cette nuit de Washington 106 à 98. Les leaders à l'Est, les Raptors, qui sont donc rejoints après avoir dominé les 2 premiers matchs. Là, c'est une défaite 106-98. Washington qui revient à hauteur avec un très haut niveau. Ça joue dur. Ça parle énormément dans cette série-là. Et encore une fois, 2 équipes qui sont plus fortes, clairement, quand elles jouent à domicile. Là, Washington revient de nulle part. Ils étaient à 0-2. On se disait, mais attends, ils vont jamais passer. Toronto est bien. DeRozan a fait son plus gros match en carrière en play-off. Et blablabla. Et on se retrouve à 2-2 avec un John Wall qui s'est remis au niveau. Il a 27 points, 14 passes hier soir. C'est à peu près ses stats sur la saison, sur ses play-offs. Et puis Bradley Beal qui met dedans. Il sort hier soir pour 6 fautes. Et pourtant, son équipe continue à gagner. Ils ont réussi à gérer de main de maître, surtout John Wall, les dernières secondes, les dernières minutes, les moments importants de ce match-là. Et ils se retrouvent clairement aujourd'hui à se dire, on peut le faire. Et donc, il va falloir aller gagner au Canada. C'est très, très, très difficile d'aller gagner là-bas, puisque Toronto a de réelles certitudes. Ouais, mais pression sur Toronto, malgré tout. Ça reste un match, 5. Et si jamais Washington a le bonheur de le prendre, et voilà, donc c'est la pression, c'est un peu le même cas de figure que la série dont on vient de parler entre les Bucks et les Celtics. Je suis très surpris, agréablement surpris, attention, de voir les Wizards retrouver un petit peu des couleurs avec des leaders, un duo de leaders Bill, Wall, enfin qui emmène les gens avec eux, quoi. Sur les 2 premiers matchs, là-bas, on a vu qu'ils étaient vraiment quand même à l'arrivée, il y a eu des scores un petit peu plus larges. Ils étaient en difficulté. En fait. Ils étaient en difficulté. C'est les playoffs. La vérité d'un jour n'est jamais. Quelle est l'adaptation, je veux dire, pour jusque-là, Kyle Lowry et DeRozan dominaient leur match-up. Alors pas forcément dans les stats pour Kyle Lowry par exemple, mais dans la gestion du tempo, dans les moments importants. C'est clairement les Raptors et par leur collectif aussi et le banc, ils avaient réussi à dominer les 2 stars adverses. Là, retour à domicile, moi je vois Bradley Beal qui a de l'espace, qui a des tirs ouverts, des tirs en transition comme il les aime, et John Wall qui, alors il ouvre sa gueule. Je sais pas pourquoi il a décidé de l'ouvrir à ce point-là. Il fait que de parler, d'arranger le public. Alors c'est cool en soi, mais il faut pas perdre.
Parce que quand tu perds, t'as l'air bête. Mais en tout cas, voilà, ils ont réussi à inverser la tendance et dans les duels directs, ils ont réussi à reprendre l'avantage. Clairement, John Wall a commencé à mettre des tomards dans la gueule, à avoir des paniers en transition, à avoir des passes décisives pour Gortat par exemple ou pour Markieff Morris. Et tout de suite, l'équipe se sent mieux. C'est la clé quand même parce que Toronto hier fait une bonne entame de match et après, ils avaient bien contrôlé, notamment sur le match 1, la transition de John Wall. Notamment, on sait que c'est un mec qui relance énormément et qui va souvent finir ou trouver des tirs ouverts, notamment pour Bradley Beal. Et hier, on a retrouvé un John Wall comme ça, slasher, qui a avec beaucoup d'espace sur la transition offensive pour eux. Donc il faut que défensivement, le repli des Raptors s'organise un petit peu mieux. Attention à DeRozan, hier 35 points, très bien. Maintenant, 10 sur 29 au tir, beaucoup de déchets, même s'il provoque beaucoup de fautes et qu'il va sur la ligne, 18 lancers francs hier soir shootés. Ça veut dire qu'il joue beaucoup de ballons. Voilà, ça veut dire qu'il joue beaucoup de ballons et certainement un petit peu trop. Cette série, c'est un 2 contre 2 en fait. Ah, mais il y a un peu de ça. Alors évidemment, on grossit le trait parce que Markieff Morris contre Ibaka, Valanciunas contre Gortat, Yann Maimi, bref, il y a évidemment plein de joueurs, mais ce sont les stars qui font la décision dans les séries. Et là, surtout, on n'a pas de mec qui tu sais, comme Bogdanovic à Indiana, qui met 30 points et qui dit « Ah, regardez, coucou, je suis là », même si Kelly Oubre est pas mal. T'as quand même les deux restas là, de chaque camp, qui se regardent les yeux dans les yeux. Il y a un mec qui manque, mine de rien, sur ces playoffs à Toronto. Vous savez qui c'est ? Non. C'est Van Vliet, mine de rien. Bah parce oui, il est que blessé. Dylan White, qui est bon, mais qui est plutôt un pétard ambulant sorti de banc, alors que Van Vliet, sur un poste un peu similaire, donc premier meneur, et que du coup, Dylan White se décolle en poste 2 quand les deux jouent, il amène cette stabilité en sortie de banc. Ouais. C'est quelqu'un qui va jouer très juste, qui va savoir où mettre la balle, à quel moment, mettre aussi des paniers importants. Et pour l'instant, Van Vliet, il est blessé, il joue pas ou très peu. Et mine de rien, on oublie que c'était lui un petit peu le leader du banc, pas forcément au niveau des points, et il manque, je trouve, beaucoup à cette rotation des Raptors. Il est en course pour le 6e. Oui, clairement. Il va être un peu short au niveau des stats. Oui, mais en tout cas, il fait partie des mecs. C'est déjà bien d'être en course. Fais attention, ça va Van Vliet, les match-ups en NBA. Dans la vie aussi, ça peut aller vite. On poursuit. Ah bon, t'as des trucs à nous... Tu veux te confier un peu? Pas tout de suite. On a une émission à faire en direct. En plus, on a plein de commentaires. Vous nous parliez il y a un instant dans les commentaires de cet homme, Jojo Embiid. Eh bien, on va en parler parce que c'est le focus des Sixers avec des images exclusives sorties des vestiaires avec Emric Parker en personne grâce au focus sur les Sixers tout de suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! 3-1 pour Philadelphie, que certains voient beau, très beau dans ces playoffs. Miami est pour l'instant chahuté. Deuxième victoire à Miami pour Philadelphie. Le retour, il y a 2 matchs de Jojo Embiid. Ça fait une victoire 106-102 pour Philadelphie. Et tout de suite, d'ailleurs sans plus tarder, on n'a qu'à vous emmener dans les vestiaires des Sixers pour le Game 4 avec Joel Embiid, avec le Français Timothy Luwawu-Cabarrot qui reviennent sur leur dernière performance. Joël, quelques petits mots en français pour First Team. I just spoke to the media. Français. La route est longue, mais on sent que l'équipe est pleine de sagesse, alors qu'elle est très jeune. Quelles sont votre explication à ça? Au début d'année, on avait des problèmes à finir des matchs, mais on a beaucoup évolué depuis le début de la saison et maintenant ces 2 matchs, le 3e match et puis le match d'aujourd'hui, c'était complètement différent. Dans le 4e quart-temps, on a très bien joué, spécialement défensivement et puis offensivement, on a bougé la balle et puis on a fait ce qu'on avait à faire, mais ça prouve seulement qu'on a beaucoup de talent et on a une bonne chance d'aller très loin. Continuité. First Team. 3-1. La route est quand même dégagée pour le deuxième tour. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire à la maison pour conclure? Faire la même chose, jouer dur, les mettre sous terre direct et pas leur laisser une chance parce que voilà, ils vont arriver avec un minimum d'espoir, avec un petit espoir et je pense que si on leur met la tête sous l'eau directement et qu'on leur laisse rien facile, rien de facile, bah, ça va passer facile. Ça va passer facile, Timothée Luwawu-Cabarrot, filmé, interviewé par Emric Parker pour la First Team sur place, encore une fois, à poursuivre ce Philadelphie-Miami. Ça fait plaisir. Alors, cette série, elle est vraiment bien engagée pour Philadelphie qui continue d'épater après sa fin de saison en trombe. Clairement, on va pas se mentir, ils ont fait le plus dur.
aller gagner 2 fois de suite sur le parquet de Miami, alors qu'on sait que gagner à Miami, c'est très compliqué et que Miami, sur ce deuxième match, avait prouvé qu'ils pouvaient clairement les embêter. Alors, Embiid n'était pas encore revenu. Ils l'ont fait rentrer sur le roster très rapidement parce qu'il le fallait. Il avait un masque sur le Game 3, mais il est arrivé avec 27 points, il a cassé des gueules. Hassan Whiteside n'a jamais eu de répondant et directement, ça a fait la bascule. Et aujourd'hui, Joel Embiid, comme on vient de le voir, alors lui, il va dire oui, il faut qu'on continue à jouer comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que quand il est sur le terrain, son équipe change complètement, surtout défensivement. Parce que défensivement, quand il est pas là, c'est soit Ilyasova, soit Amir Johnson qui est dans le 5. Donc lui, il arrive à mettre des contres, on le voit, il parle énormément et il a cette faculté à être poste bas et à être un ancrage bas très important pour son effectif. Moi, c'est une équipe qui me régale vraiment et c'est la question que Emric a posée à Joel Embiid et à Ben Simmons aussi, mais ça, on vous le jouera plus tard. C'est l'évolution, comme cette équipe apprend vite. Et ça, c'est quand même la marque d'une équipe qui va aller très loin dans le futur. Et le futur, ça peut être aussi un futur très proche parce que moi, je les ai mis en finale de conf. Et quand je vois un petit peu la conjoncture de ces playoffs-là, les blessures de Kyrie Irving chez les Celtics, les Cavs qui ne dépendent que de LeBron James, je me dis finalement, c'est peut-être cette équipe-là, à l'Est, qui nous donne la meilleure impression collective avec un Ben Simmons pour ses premiers playoffs qui régale, puis ils ont un Embiid qui régale, Saric qui régale. Ils ont peur de rien en fait, ces Sixers. Et c'est en ça, et ils peuvent poser de sérieux problèmes à n'importe quelle équipe NBA quand tu as tonton Joel dans la raquette. Parce que toi, tu parles d'apprentissage. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils apprennent, j'ai l'impression qu'ils sont déjà très forts. Ouais. Tu vois, là, c'est comme si on disait, ils avaient perdu de 30. Quand tu découvres, j'entends, mais je dis que quand tu perds de 30 et derrière tu gagnes, tu fais ah ouais, ils ont appris leur. Là, ils arrivent avec des certitudes dans le jeu, avec un plan de jeu qui est déjà incroyable. Ben Simmons dans un rôle de LeBron James, hyper passeur, des gros shooters autour, un super défenseur, un super ancrage bas en Joel Embiid et plein de soutiens derrière. Et évidemment la bouche, parce que nous on adore ça. Et Joel Embiid leur apporte ça, ce côté Draymond Green quelque part, à toujours dire je suis le meilleur, je vais te casser la gueule, à parler, à faire des signes au public et à assumer surtout derrière tous ces dires. Il est là c'est là qui m'impressionne plus que sur l'apprentissage pur de leur jeu, tu vois. Le fameux process, la mise en place de cette franchise. Grand V, hein. Il va vite là pour le coup, il est à fond, il faut les ballons, mon frère. On est vraiment là-dedans avec des joueurs au bon poste complémentaires, avec l'élaboration d'une. Ils n'ont pas été vernis, nos amis, ces dernières saisons. On peut revenir sur la genèse un petit peu de cette équipe, qu'ils n'ont pas été vernis. Il y a eu des mecs draftés très haut, des résultats catastrophiques. Souvenez-vous, à un moment donné, le bilan de Brett Brown, c'était l'un des pires de la NBA. Et personne ne s'est dit un jour, faut le virer, parce que de toute façon, il ne pouvait pas faire mieux. Il y avait des blessés. Embiid a mis quasiment 2 ans à commencer sa carrière NBA. Ben Simmons, pareil. Markel Fultz, je vous en parle même pas. Mais au final, Brett Brown a bossé. Enfin, Saminki, ils ont quand même viré Saminki. Ouais, ils ont viré Saminki. Ils ont quand même lui l'instigateur de tout ça, c'est pas Brett Brown, non? Non, d'accord, mais je te parle. Ah oui, j'entends, mais c'est quand même. Bonne remarque. C'est lui qui a tout fait. C'est le cerveau de l'affaire. Bonne remarque. Donc bravo Saminki. Mais mine de rien, ils ont commencé à bosser. Ils ont bossé petit à petit. Et il y avait des bases. Et quand tu as ces bases-là, tu as rajouté des mecs de grand talent et des futurs Love Famers et des futurs mecs qui vont, et j'en suis persuadé, vont un jour soulever le trophée NBA. Ben voilà, ça donne ça. Et je trouve que le process, finalement, là, depuis un an, une saison, il a passé la seconde. Il va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Clairement. Avec des touches comme supérieures, comme Redick en début de saison, puis Bellinelli. En plus, ils ont vu juste. Et aujourd'hui, donc il y a eu le retour de Joel Embiid. On va en parler de lui, mais juste avant, on était avec lui dans le vestiaire. On lui a posé des questions sur sa situation, comment il se sentait aujourd'hui de retour de blessure. Emric Parker. Ouais. Comment vous sentez, vous, personnellement, en tant que premier player? Je me sens bien, je suis content. J'étais très fatigué après le match de 2 jours. Et puis aujourd'hui, mon corps, ça faisait vraiment mal. Mais je suis un joueur de NBA, donc je dois pousser et tout. Mais aujourd'hui, j'ai eu offensivement, j'étais tellement nul, mais défensivement, j'ai prouvé que c'est pour ça que j'étais le meilleur joueur défensif de la NBA. Merci, joueur. Quel star, quel il est incroyable. Joueur, il est vraiment impressionnant. Il est pas langue de bois, surtout. En attaque, j'ai été nul, mais par contre en défense, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai montré que j'étais le meilleur défenseur NBA. Voilà, ça c'est les déclats qu'on aime au micro d'Emric. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. Ouais, clairement. Bah après, il n'allait pas dire qu'il a été bon en attaque. Hein. Il finit à 14 points, certes, 12 rebonds, mais à 2 sur 11 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points. C'est peut-être le fait qu'il ait enlevé son masque qui l'a gêné sur ce match-là. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours bluffé par l'influence de ce gars-là sur le jeu. Souvenez-vous de sa saison rookie l'année dernière. Il joue que 31 matchs.
t'as l'impression que c'est un All-Star déjà en puissance. Donc voilà, là cette année, il a juste confirmé les attentes qu'on avait tous autour de lui. Et surtout, là pour le coup, on peut dire bravo à Brett Brown. Ils ont réussi à le mettre dans les meilleures dispositions. Et lui, il s'éclate quoi. Tu vois, il s'éclate. Là, hier soir, il ne joue que 31 minutes. C'est fini ces histoires de on le préserve, machin. Hein. Là, il ne joue pas à cause d'une pommette fracturée, à cause de Markel Fultz. On n'y pense plus du tout. Fragile Là, mon gars, il joue, il casse des gueules et hop, on enchaîne et on passe des tours. On en est là. Miami est une bonne équipe. D-Wade est bon en face. Mais lui, quand je le vois dans son duel avec Whiteside est un joueur à 100 millions de dollars avec des vraies qualités athlétiques. Mais il lui marche dessus, quoi. Il lui marche dessus. Ils ont été un peu en dents de scie tout le début de saison, milieu de saison même. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à des rechutes ou là, il faut en faire un favori? Alors, favori, j'irai pas encore jusqu'à là. Favori à l'Est, quand on voit. Moi, je les ai mis en finale de conf. Et pourquoi pas imaginer une surprise de les voir en finale NBA? On va pas s'enflammer non plus. J'attends de voir une opposition un petit peu autre parce que Miami, c'est quand même le papy Dwayne Wade qui doit se faire beaucoup. Dragic fait des choses pas mal, mais c'est quand même un petit peu en dessous de ce qu'il a fait en saison régulière. C'est une équipe, on le disait, Miami, il manque pas mal de stars. Whiteside doit amener autre chose. Il l'a fait sur le match 4, mais sinon, sur la série, il passe un petit peu au travers. C'est une équipe qui manque de talent. Vraiment le hit et ça se sent face à une équipe qui pour le coup pue le talent avec notamment ce duo Simmons-Embiid. Un mot sur l'homme à tout faire, l'homme monsieur triple-double de cette équipe des Sixers, Ben Simmons, qui lui, je voulais vous poser une question d'ordre tactique finalement, maintenant qu'on sait qu'il ne shoot pas, est-ce que ça peut être dans les matchs plus durs, justement, quand ça va s'élever, la demi-finale de conf, compliqué d'avoir ce joueur qui est. Thomas a une théorie là-dessus, donc vas-y, je veux qu'il commence parce qu'après moi j'ai. C'est quoi ma théorie? C'est quoi? Non, je sais pas, dis-moi. Parce que moi je pense que. Mais c'est quoi ma théorie? Parce qu'apparemment j'en ai. Je croyais que toi, justement, il fallait vraiment reculer à chaque fois et que tu pouvais vraiment le contrarier comme ça. Alors, moi, ma théorie, elle est simple, c'est que s'il arrive à faire des triples-doubles, s'il arrive à être aussi influent, s'il arrive à être aussi fort, regardez, c'est le premier triple-double rookie à faire un triple-double. Pour un rookie, bref, ma phrase est mieux comme ça. En playoff, depuis Magic en 1980, sachant que c'est le 5e de l'histoire. Pas mal, il est en bonne compagnie, notre ami. Hein. Il y a Jerry Lucas et Tony Gola. Gola. Ouais, Tony Gola, il a Tony Yoka. Il y a 2 syllabes, ça va aller. Hein. Ouais, et Karim. Bref, non, moi, ma théorie, c'est que s'il arrive à faire tout ça, face à une si bonne équipe défensive qu'est le Heat, avec un si bon coach, avec un vis-à-vis comme James Johnson qui est le vis-à-vis parfait pour l'arrêter, un physique, des cannes, une bonne anticipation de défense et même le Wawa lui aussi, je me dis qu'on n'est pas au bout d'une surprise avec ce gars-là. Voilà, elle est là ma théorie. C'est qu'il est vraiment trop fort. Il a pas de shoot, ok, mais il a réponse à tout. Parce que il prend beaucoup de rebonds, il a la balle souvent dans les mains et il crée tellement. Parce qu'on a beau reculer, au bout d'un moment, il va te jouer. Et dans des petits espaces, nous, pour l'avoir joué en vrai à Londres et à Miami, il va très très vite en fait. Il va très très vite, donc il est vite au cercle. Et dès que ça vient fermer, il a cette qualité de passe, que ce soit pour des tirs ouverts externes ou pour des passes ici, pour des paniers faciles. Donc j'ai l'impression qu'il aura toujours une réponse parce que c'est des joueurs de qualité supérieure. Moi, ce que j'adore aussi avec lui, c'est que dans cette série, ça parle, ça met des coups, ça saigne. Même par moment. Et c'est les plus jeunes qui s'en sortent. Et Ben Simmons, alors, il est toujours dans les histoires, mais il prend pas de technique, il est là, il fait son petit truc et il continue à jouer, à aller de l'avant, à courir, à mettre des tomards. Moi, c'est quand même une marque que je trouve incroyable. Normalement, en playoff, ça se resserre. Alors, soit t'es Giannis, soit t'es LeBron, tu continues à mettre des dunks, forcément, parce que t'es un athlète hors du commun. Mais lui, il est dans cette veine-là. C'est-à-dire que si tu lui laisses un espace, il passe son joueur, bam, Tomar, comme ça. Et sur les fins de match, il arrive à jouer des backdoors, à mettre des 2 pieds de main, et il est jamais dans le tir. Et ça, c'est vrai que c'est il a failli perdre la vie quand même. Il a failli perdre la vie on peut revenir sur son altercation avec James Johnson. Alors pourquoi il a failli perdre la vie? Parce que James Johnson était certes un bon basketteur, mais c'est aussi un excellent combattant. Le mec a fait 7 combats en MMA, 7 victoires, 0 défaites. Il a 7 ceintures noires dans des sports de combat. Ouais, il est pas bon à prendre quoi. Pas lui. James Johnson, c'est un grand gaillard. Honnêtement, je pense que... Alors, il s'est pas échappé. Ben Simmons, il ne peut pas lui enlever ça, mais je pense que l'autre, c'est vraiment peut-être le pire mec NBA à prendre. Ouais, après, je serais complètement con d'aller se battre sur un parquet NBA. Après, ça a parlé, même les deux, ils se sont parlé, ça a été chaud. Mais on a senti un respect mutuel et voilà. Trash talking autour de cette série. Ah ouais, c'est merveilleux. Juste avant de passer à l'Ouest, on remonte si on peut le bracket général pour se refaire une idée avant d'entamer les matchs 5 qui vont être incroyables. Et donc, avec l'avantage Philadelphie, là, on vient d'en parler, mais tout le reste, ça va être chaud bouillant et pour prédire l'avenir, c'est plutôt compliqué quand même. Hein. Bon courage. On peut se lancer, vas-y, il y a des plein de matchs 5. Moi, je reste sur un Sixers Cavs en finale de conf.
Sixers Cavs pour toi. Alors, fais voir, attends, match 5, Toronto, Washington, Toronto à domicile, les Cavs à domicile, pareil, ça fait 3-2. Ouais, ça va être, c'est chaud. Parce que le truc, c'est que s'il y a des équipes qui viennent à l'extérieur, tout de suite, la série, elle change et on peut voir des upsets dans cette conférence Est. Mais oui, moi aussi, je reste sur un Cavs Sixers. Je crois que j'ai mis ça aussi. T'avais mis ça aussi? Bah oui, je pense que j'ai pas mis Toronto qui bat LeBron. Hein. Par contre, LeBron en finale, encore une fois. T'avais pas mis les Celtics en finale de conf? Ah non, ça, jamais la vie. Hein. Les Celtics, ils jouent sans personne. Moi, c'est déjà une surprise qu'ils soient à deux victoires. Hein. Bravo. Qui est bon dans ces braquettes? Moi, je suis pas mal pour l'instant. Avec les Pelicans qui sont passés. Donc, moi, je crois que je suis bon pour l'instant. C'est vrai, t'es pas mal. On va voir ça, on va suivre. En tout cas, de l'Est, on file tout de suite à l'Ouest pour un nouveau focus sur la partie Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Là aussi, c'est palpitant, là aussi, c'est chaud. Du côté de l'Ouest, on va voir le bracket actuel avec les séries bien engagées, avec Minnesota qui a été chercher une victoire, avec San Antonio qui, cette nuit, a donc sauvé l'honneur, a sauvé sa peau, revenu à 3 face aux champions. Et donc, les Pelicans, surprise, malgré tout, déjà qualifiés. Ça va être le débat de l'émission. Quel avenir pour les Blazers de McCollum, Lillard? Sont-ils terminés? Est-ce que c'est fini pour ce duo? Tout de suite, on parle du match de cette nuit, les Spurs qui ont été prendre ce match face aux Warriors à domicile avec un très bon Ginobili notamment. Voilà, les papis qui font de la résistance, comme on dit. Victoire 103-90. Finalement, sans trop. Voilà, ils ont été chercher leur match. C'était un super match. Ils ont dominé, ils ont fait un vrai match de bonhomme. Franchement. Ils ont voulu. Je pense qu'ils n'en prendront pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, ils ont offert une belle victoire devant leur public avec un Aldridge et un Ginobili. On savait, on l'avait dit, Thomas, que sur cette série, il n'y avait pas eu de fin de match un peu serré. Là, il y en a une. Et comme par hasard, le père Gino, il met les paniers qu'il faut à la fin. Bravo à eux, ils ont sauvé l'honneur. Et on préfère quand même voir les Spurs comme ça que les voir se faire sweeper. Mais clairement, tu as l'impression que cette victoire allait pour Coach Pop, qui était encore une fois donc pas là, puisqu'il a perdu son épouse la semaine dernière. Et donc c'était Ettore Messina avec Ginobili qui ont gagné ce match-là. Et c'est vrai que tu as cette impression que, tu sais, alors ils vont pas passer, ils vont se faire sûrement en sortir 4-1. Mais hier, il s'est passé un truc dans la salle. C'est limite, si quelqu'un se met à pleurer à la fin, tu fais voilà, bravo aux Spurs, c'est quand même une franchise mythique. Et ça, c'est une victoire de franchise mythique. Hier, sur la fin de match, le tir à 3 points, turnaround jump shot de Aldridge avec la planche, il est incroyable. Derrière, fade away incroyable. Gino qui met des T-jeux. Enfin, ça fait. Tu sais, t'as l'impression d'être il y a 10 ans, et tu fais ils vont jamais mourir ces mecs-là. Donc voilà, bravo, franchement, bravo à cette équipe et bravo à Ginobili qui est un champion hors pair. Il y avait un commentaire dans le chat intéressant. Pourquoi Magui ne joue pas la fin de match? Les grands pivots, les pivots ne jouent pas les fins de match et les Warriors depuis longtemps. Ils finissent small ball avec Draymond Green qui joue sur le poste 5 et Iguodala et KD sur le poste 4-3. Et tu parlais d'électricité dans la salle de cette émotion et c'était pas le moment pour Tony Parker de faire de sortie. Pour autant, il a encore joué moins de 20 minutes. On en a parlé il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines dans l'émission. Mais c'est quand même bizarre, même en play-off, de ne pas compter sur lui. Il avait été bon sur le match avec le Garbage, il avait mis 16 points dans le match 3. Ouais, il met 9 là. Hier, il est bon sur son passage, 16 minutes, 4 sur 7 au tir, il met 9 points. 3 sur 5 à 3 points. Voilà. C'est quand même des choix bizarres. Là, on est en plein dans Ils font jouer Dejounte Murray 26 minutes, qui joue pas tant que ça non plus. Hein. Il finit le match hier, mais dans un rôle ultra défensif, il touche presque pas la balle. Tu files la balle à Ginobili et tu vois ce qui peut se passer, ou à Aldridge, mais ce qui est bien normal vu que ce sont les stars de l'équipe. Donc voilà, non, écoute, il est dans son rôle, on est même plus surpris de le voir à moins de 20 minutes et à pas finir les matchs. Voilà, c'est Tony Parker, c'est son rôle aujourd'hui aux Spurs. Et même avec le changement de coach, ça va pas changer grand-chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la grande question qu'on va se poser bientôt. Mais c'est vrai qu'avec Ettore Messina, en tout cas, il a joué ces 15-16 minutes avec l'impression d'avoir plus d'allant et plus envie de marquer des paniers. C'est déjà ça. Voilà. Et on peut déjà ouvrir les yeux vers un Pelicans Warrior qui sera palpitant, alléchant tout de suite. On parle de Minnesota qui a été prendre ce match face aux Rockets. C'est pas tout le monde qui s'y attendait. Finalement, on se disait que sur leur lancée, les Rockets pouvaient essayer de sweeper les Wolves. En fait, ça n'a pas eu lieu. Une victoire, donc 121-105 lors du match 3. Et c'est ce soir qu'on retrouvera cette nuit les deux équipes. Là, vous penchez vers... un avantage pour les Rockets? Moi, je vais clairement avantage Rockets et je vais t'expliquer pourquoi ça dépasse le cadre du basket. Belle réaction de Minnesota qui sont enfin rentrés dans ces playoffs-là avec un Karl Anthony Towns qui s'y est mis enfin en deuxième mi-temps, un bon Drew Wiggins, un bon Jeff Teague, une belle œuvre collective. Une belle victoire. Maintenant, ils ont flambé, mon pauvre. Karl Anthony Towns qui chambre James Harden quand il met des airballs, il fait comme ça. Andrew Wiggins qui met une photo sur Instagram avec un chien qui veut rentrer dans une maison et il met la tête de James Harden à la place du chien. Mauvais timing. Tranquille, hein. Calmez-vous les mecs. Vous venez gagner un match. Donc ce soir,
très curieux, envie de voir comment nos amis de Minnesota vont réagir et surtout comment Houston, qui passait un petit peu au travers de sa rencontre, va réagir parce que voilà, on a trouvé des Wolves plutôt intéressants. On a trouvé surtout les Rockets qui sont passés au travers. Moi, tu sais, j'ai plus l'impression que les Rockets sont passés au travers. Ils les ont chambrés copieusement comme s'ils les avaient éliminés. Très bien. Rendez-vous ce soir, messieurs. Soyez pro au combat parce qu'en face, je pense qu'ils vont vous attendre. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Ils sont rentrés dans le match un peu en dilettante. Et puis en deuxième mi-temps, ils se sont fait avoir parce que Minnesota, de toute manière, il fallait bien qu'ils réagissent à bout d'un moment. Et ils ont gagné les 2 derniers cartons avec un peu d'écart. Et donc, ça finit à 121-105. C'est bien, c'est une belle victoire. Ça les galvanise. Tant mieux. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi vous parlez autant, les gars? Fermez vos gueules ou attendez au moins qu'il y ait 2-2 avec l'espoir d'aller récupérer l'avantage du terrain à Houston. Et là, je comprendrais. Mais là, ça a énormément parlé. Et pareil que toi, moi, je parie sur un match de James Harden à 45 points, triple-double de folie, Chris Paul qui régale, qui fait tomber Bjelica et Gibson. Je sais pas, j'avais envie de parler d'eux. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Wiggins, attitude kata, mais bon, c'est pas la première fois qu'on le dit ici. Beaucoup, notamment dans les commentaires, imaginent Noël la vengeance des Rockets. Est-ce que finalement, le choix de faire venir Derrick Rose là en fin de saison, ça s'avère judicieux pour ces playoffs? En playoffs, c'est bien. Il a retrouvé finalement le seul coach qui arrive à le faire jouer, on a l'impression. Et non, il est bon, lui, en playoffs. En plus, il a une attitude, lui, plutôt digne pour le coup. Il a été très bon sur le match 3. Honnêtement, on va pas goûter notre plaisir, bouder notre plaisir. C'est cool de voir Derrick Rose en playoffs mettre des paniers. On nous dit que D-Rose a mis une photo sur Facebook marquée Not Down. Ah bah après, ça c'est normal. Ça. Après, voilà, ceux qui nous intéressent, c'est pas fini, on en a pris un. C'est pas du chambrage. C'est. Après, ce qui est cool avec mettre la tête de James Harden à la place d'un chien qui va entrer dans une maison, c'est qu'on a franchi quand même un cap. Ou 4 qui a été dramatique sur le premier match, qui fait ça quand James Harden met des airballs. Frérot, il t'en a mis toutes les 2 premiers matchs, t'as pris plein de museaux. Ouais, clairement. Toi, quoi. Après, Giro, ce qui est cool dans son nouveau rôle, c'est donc qu'il est vraiment 6e homme. Ce qui est marrant, c'est qu'il a le même rôle que Jamal Crawford avec qui il joue. Donc c'est vraiment très étonnant. Il est en mode pétard ambulant. Il peut jouer avec Tyus Jones, il peut jouer avec Jeff Teague. Il est vraiment 2e arrière. On lui demande de shooter et c'est ce qu'il fait plutôt bien. Il est à 17 points hier, à 8 sur 16 au tir. Donc ça fait beaucoup de tirs pour un remplaçant en 21 minutes. Mais bref, ils ont gagné. Tant mieux pour eux, à eux de nous prouver qu'ils peuvent revenir dans la série sur le 4e match. Voilà. Une autre équipe qui a gagné, une équipe qui a l'avantage, le Jazz, qui mène 2-1 donc face à OKC, une série qui pourrait s'avérer serrée parce qu'on voit que les 2 équipes se rendent quand même coup pour coup. Très beau match du Jazz là, sur la dernière rencontre. Oh là là. Honnêtement, ces playoffs sont fantastiques, mais je crois que c'est la meilleure série à suivre. Mais largement. C'est la meilleure série à suivre. Honnêtement, avec Indiana, Cleveland, voilà. Parce que c'est un Jazz, il y a une confrontation de style. C'est 2 équipes complètement différentes. Et moi, je suis désolé, quand je vois Ricky Rubio, Joe Ingles qui tiennent la dragée haute, voire qui dominent Westbrook, Paul George, régalade. Les deux me régalent. Ils sautent de ça, les mecs, et c'est juste QI basket, passe, boum, je te rends fou. Pour ceux qui connaissent un peu le basket landais, Joe Ingles, il veut passer à Nicolas Gaillon, pour ceux qui l'ont connu. Un casse-couille, joueur fin, intelligent, toujours à toucher, à attraper, à parler. Il est rentré dans la tête de Paul George. Rubio a pris l'avantage clairement sur le match 3 face à Westbrook, a fait des déclarations, et Thomas Chalès en conférence de presse. Franchement, ça tirait les régalades. Ouais, moi j'adore. En regardant le match, en fait, t'es surpris du niveau de Rubio. On sait que c'est un bon joueur, hein. Mais bon, là on parle d'un joueur quand même qui, face au MVP, encore en titre, Russell Westbrook, 2 saisons en triple-double, du punch, un physique hors norme sur son poste, finit quand même le match à 26 points, 10 passes, 11 rebonds, 9 sur 18 au tir. Alors on va lui excuser son 2 sur 9 à 3 points, mais clutch dans les moments importants, gestion du tempo. Et quand on demande donc à notre ami Russell Westbrook, je sais même plus ce qu'il a dit. Il a dit, il lui a répondu en conférence de presse, Russell Westbrook, on verra au prochain match, vous allez voir, je vais le lockdown, je vais le casser la gueule. Moi j'aime ça, et c'est ça, Russell Westbrook a ça en lui, on peut être sûr qu'il va croquer comme un saligo, le cher Westbrook, mais on va voir la réponse aussi de Ricky Rubio. Ils ont l'avantage du terrain, ils mènent 2-1, putain, c'est ouf. Je pense pas que la réponse de Westbrook, elle soit de croquer. Honnêtement. Non, la bonne réponse, je veux dire, ou ce qu'il va faire. La bonne réponse, voilà. Putain, bonne réflexion. La bonne réponse de Westbrook, je suis pas sûr que ça soit d'aller croquer. La bonne réponse de Westbrook, c'est d'aller éteindre Rubio, de lui mettre une vraie pression défensive. Et c'est pas comme il avait été capable de faire sur James Harden en saison régulière, souviens-toi. Maintenant, en face, il y a une équipe qui se passe la balle, vraiment. Et tu as une équipe, finalement, c'est un petit peu chacun son tour. Et là, c'est là qu'on voit ce que je reproche souvent à Russell Westbrook, même si là il est passé au travers et ça arrive de passer au travers sur un match, on ne va pas non plus le condamner sur ce match-là. Maintenant, j'ai envie qu'il implique un petit peu plus les Paul George, que la balle circule un peu mieux et surtout qu'ils arrivent à protéger un petit peu plus Steven Adams, qui pour l'instant perd clairement son match-up avec Rudy Gobert. Et ça, c'est un énorme avantage pour le Jazz parce que derrière Steven Adams, c'est Jeremy Grant ou pas de c'est trop compliqué. Le truc, c'est qu'ils sont dominés sur le poste de meneur ou de leurs meilleurs joueurs. Donc Ricky Rubio, Russell Westbrook, Paul George est bon, il a 23 points et tout ça.
ça, il défend, mais Joe Ingles le rend fou. Donovan Mitchell, on trouve très peu de réponses sur lui, il est clutch, ses speed moves de fin de match, ses reverse là, à finir avec des tirs drops, des gros tirs et tout, il est incroyable. Dans le match 3, il gagne quand même. Non mais il est pas très bon, mais sur la fin du match, c'est lui qui prend les choses en main donc, et qui fait gagner. Et si en plus, à l'intérieur, dans le duel entre Rudy Gobert et Steven Adams, OKC est dominé, ça pue quoi. Et puis ça Carmelo pue. qui n'est toujours et pas Carmelo là. qui. Alors Carmelo, je vais te donner ses stats juste pour le kiff. Carmelo Anthony, il est donc à 14 points, 6 sur 10 au tir. Tout le monde s'en fout. Voilà. Ouais. Tout le monde s'en fout. Mais en tout cas, Rudy Gobert, il a 18 points, 12 rebonds en 41 minutes de temps de jeu et il domine Steven Adams. Ça, c'est une stat importante. Il y a aussi un duel de coach dont on parle finalement peu et Quinn Snyder est en train de surclasser Billy Donovan. À mon avis, Billy Donovan, tu as 3 stars dans ton équipe Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony. Et dans la hiérarchie, c'est celle-là. Comment à un moment donné, sur le terrain, quand ton équipe joue mal, il n'y a pas un de ces 3 mecs? Parce que dans le troisième quart-temps, il joue sans les 3. Et wow, j'ai l'impression d'avoir une équipe de prénates qui joue le maintien. Et t'es à l'extérieur et tu prends la grêle. Non, il faut que tu aies un des mecs là, il faut que tu aies des systèmes pour lui et que ces mecs-là soient, même si c'est de l'ISO, mais qu'il y en a au moins un des 3, si ce n'est les 2 sur 3 est-ce qu'ils ont pris une vague dans le troisième quart-temps, début de quatrième, et il est là, et les 3 sont assis. Non. Quinn Snyder est clairement en train de out-coacher, comme on dit, Billy Donovan, mais ça, c'est pas la surprise du siècle. Hein. Bon, en parlant de matchs de surprise, les Pelicans qui terrassent, qui sweep complètement les Blazers, ça a été surprenant. Alors nous, on se pose la question dans le débat du jour, dans ce First Talk, de savoir quel est l'avenir de Portland. C'est maintenant. Joueur en fin de contrat, traction arrière de star qui finalement a déjoué, une équipe qui a surpris en fin de saison et qui finalement est terrassé en play-off. Voilà, c'est le cas des Portland Trail Blazers. Alors à l'arrivée, ils n'ont pas répondu aux attentes. On va voir le récap de cette série en tableau avec ces 4 défaites. La première serrée, mais finalement après on se dit que c'était net et sans bavure, que c'est arrivé, que c'est monté en puissance du côté des Pelicans. Et puis donc cette élimination bien trop rapide pour une équipe qui avait parfaitement terminé la saison, qui justement montait en puissance à l'approche de ces playoffs. Alors avant de voir le comparatif Jrue Holiday et Damian Lillard, d'abord sur cette série surprise. Un mot. Moi, ce que je vois dans les scores, c'est que Portland, au fil des rencontres, c'est mis à défendre. Ça, c'est bien. Encaisser 132 points sur le dernier match, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais en fait, toutes les craintes qu'on avait sur cette série-là, sur le coaching, sur comment ils vont défendre sur Damian Lillard, tout s'est concrétisé en catastrophe. Vraiment en cataclysme pour cette équipe de Portland. On rappelle, 3e contre 6e, une saison régulière incroyable. Damian Lillard qui aura sûrement des voix pour le top 5 du MVP, qui vraiment était All-Star Game, personne n'a rien dit, il sera sûrement All-NBA First Team. Bref, tu te retrouves dans une situation où Rajon Rondo, Jrue Holiday te casse la gueule. Où CJ McCollum et Damian Lillard n'ont jamais réussi, et Terry Stotts n'ont jamais réussi à trouver de solution. Le plan défensif de la Gentry a marché comme on a rarement vu un plan défensif marcher à ce niveau-là. On aura l'occasion de reparler des Pelicans parce que de toute façon, clairement. Ils sont en demi-finale de conf. Sur Portland, je vais vous dire, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce qu'au final, on arrive au bout d'une réflexion des dirigeants des Blazers. Clairement, ce truc-là de McCollum, Lillard, leur mettre des gros contrats, leur filer les clés de l'équipe, construire autour d'eux, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on a vu que quand ils étaient limités en attaque, ils pouvaient pas combler défensivement. C'est 2 joueurs de profil similaires. Et c'est terrible parce qu'on a vu qu'ils font 3e en saison régulière, mais qu'en play-off, ça marche pas. On a beau être à l'ouest, en play-off, il faut défendre un minimum. Et là-dessus, ça a été trop compliqué. Alors, il y a des soldats autour, ça manque trop de talent. Et puis, la greffe Nurkic aussi, même si lui est plutôt digne, ça marche pas. Donc, aujourd'hui, il faut repenser complètement le fond de cette équipe. Avec qui, pourquoi, comment. Il y a des gros contrats, ça va être très dur de bouger, mais je crois que c'est pas comme si, bon, c'est un mauvais coup, on va revenir plus fort. Là, non, je crois pas. Ils sont à la fin d'une réflexion, d'une philosophie autour de Lillard McCollum. Il faut clairement faire des choix drastiques à Portland dès cet été. Justement, la comparaison elle est terrible entre Jrue Holiday et Damian Lillard, quand on sait que Lillard, ça devait être la star, celui qui porte l'équipe. Et là, on voit sur la série, c'est fou. Cassage de gueule en règle. Et il manque une stat incroyable sur ce stat. D'où ça vient ? Ce sont les paires de balles. Alors, c'est défensivement d'abord. Donc, Alvin Gentry a mis en place un système où, en gros, Damian Lillard, quand il n'a pas la balle, il est complètement coupé du ballon. Et quand il a la balle, il y a toujours 1 ou 2 mecs qui sont très agressifs sur lui, sur les pick and roll. Mirotic a été très très fort pour aller l'embêter. Et en fait, Damian Lillard n'a jamais trouvé de rythme. On voit son pourcentage, 35, c'est très très faible pour un joueur comme lui, même s'il a toujours il a des grosses prises de risque dans ses tirs. Et ses paires de balles,
Il y en a eu énormément. Il a fait des matchs à 7-8 pertes de balles sur des trucs très simples, des renversements de balles, balles un peu déviées, et boum, tu repars. Drew Holiday défensivement a été très très fort, et en plus sur les fins de match, il a été très clutch. Ça fait beaucoup trop pour espérer passer. La preuve, c'est qu'ils se sont fait sweeper. Alors la reconstruction, le mot, là, on parle de l'avenir. La reconstruction, c'est déjà on élude complètement l'idée de dire on conserve un petit peu cette ossature. Oui, mais après, moi, je pense que la colonne vertébrale qui est donc Lillard, McCollum, c'est finalement deux profils complètement similaires. Ça attaque, ça défend pas ou peu. Et alors, je sais que contractuellement, c'est très compliqué côté Portland, mais au bout d'un moment, il faut se séparer d'un des mecs, trouver quelque chose de plus complet. Un transfert. Faut trouver des trades. Il y a des mecs peut-être qui ont des valeurs marchandes. Et en tout cas, il faut repenser en fond, vraiment, tenter des transferts. Je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées peut-être par CJ McCollum, par Lillard. Moi, je pense que c'est plus McCollum qu'il faut évacuer et garder Lillard quand même, faut pas déconner. D'accord aussi. Mais, oui, clairement. Moi, je suis. Garde Lillard. Moi, ma théorie elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, Nurkic est en fin de contrat. Lui, il va demander un gros contrat. Il est pas fou. Hein. C'est la fin de son contrat rookie. Donc, lui, son but, c'est d'être à 20 millions la saison prochaine. Il a des stats. C'est les bons joueurs comme les Vucevic, les joueurs comme ça, qui clairement méritent des contrats à 15-20 millions comme Enes Kanter. Voilà, il y en a pas mal des Européens comme ça qui sont bons sur des postes clés en NBA. Malgré tout, on était très contents de son arrivée. Mais je crois d'abord qu'il faut regarder sur sa situation à lui avant de penser même à McCollum, parce que lui, il est en fin de contrat. Donc, s'il se barre, t'as personne. Tu as une masse salariale qui est énorme, c'est la deuxième de NBA, c'est quand même fou d'imaginer ça. Tu as un Evan Turner à 17 millions, tu as un Moarkless à 10 millions, tu as un Myles Leonard à 10 millions l'année prochaine, tu as Aminou encore à 7 millions l'année prochaine. Bref, tu as trop de joueurs pour imaginer se séparer de lui. Donc pour moi, il faut soit le signer, ce gars-là, le re-signer, trouver le bon tarot sur 1 an, sur 2 ans, pourquoi pas, 20 millions, avant même d'imaginer évacuer une des deux restas. Même si je pense que Damian Lillard ne bougera pas, c'est le visage de la franchise et tout. Évidemment qu'on va regarder CJ McCollum. Pour moi, il leur faut un poste 3. Les visages de franchise, on en a vu cette saison comme Griffin dégagé. Ouais, clairement, c'était une grosse surprise. C'est une grosse surprise. Après, ils sont très attachés. Les coéquipiers de Lillard n'arrêtent pas de dire que c'est un super leader. Bref, il y a plein de trucs qui sortent. Dans ces situations-là, mais quand on dit évacuer CJ McCollum, c'est même pas une critique. C'est un super joueur. Il est presque le star, le gars. C'est une vision globale d'une philosophie qui, pour moi, n'a pas marché et ne marchera pas dans le futur. Donc, il n'y a rien de pire. Il y a rien de pire dans ces situations-là, c'est d'avoir le cul entre deux chaises. C'est de dire, alors on va prendre lui, on va transférer un tel, mais on va garder les deux. Voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut couper net, malheureusement, comme l'ont fait les Clippers avec Griffin, mais quitte à repenser quelque chose. On verra. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de pire si c'est de faire des demi-choix. Ouais, enfin, il y a un choix fort, ça peut être aussi, on re-signe Nurkic, on essaie d'évacuer Evan Turner et on garde nos deux mecs qui nous ont quand même amenés sur le podium de la conférence Ouest en saison régulière. Alors certes, ils prennent une claque monumentale, mais moi, le mec, le GM qui me dit, attendez, on est 3e, on est passé à côté de nos playoffs parce que le match-up était horrible pour nous, qu'on n'avait aucune solution pour défendre sur Anthony Davis, mais on va repartir avec la même équipe, avec le même coach, parce qu'on a eu quand même des satisfactions cette année. Qu'est-ce que tu vas retenir de Portland? 3e en saison régulière ou sweeper? Mais les deux. Ou sweeper en premier. Mais les deux, t'es pas obligé de faire un choix, tu fais les deux. Il faut une saison régulière incroyable. Mine de rien, ils ont appris là de leurs erreurs. Je vois pas pourquoi non plus, faudrait dire on bazarde tout. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il leur faut un poste 3 sérieux aujourd'hui à NBA. Aminou sur le poste 4, Moarkless sont de bons joueurs, des soutiens, mais il leur faut du talent. Il faut du talent, un mec qui prenne la balle. Alors, oui, évidemment, il y en a des tonnes, hein, mais il faut pouvoir les signer. Hein. Donc, les KD, les Kawhi, les machins, il y en a des tonnes. Les Paul George, il y en a plein. Kawhi. Ce serait très difficile à attraper. Mais voilà, évidemment, tu as CJ McCollum, il faut essayer d'avoir ce gars-là. Et comment tu règles ce problème défensif? Parce que je veux bien que McCollum, Lillard, d'accord, tu partirais sur l'option de les garder. Tu peux pas le régler, tu fais un choix. Et comment défensivement? Et c'est ça, au bout d'un moment, on a quand même aussi vu que quand ils sont contestés sur leur schéma offensif, défensivement, ils sont incapables de relever le défi défensif. Et là, ça cause quand même des problèmes. Donc moi, j'ai du mal à croire que ces deux mecs derrière Thibaut puissent, à un moment donné, franchir un nouveau palier, aller à une demi-finale de conf. Tu vois, pour moi, quand même... je les vois mal tellement que défensivement, ils prennent un mec peut ne pas défendre, pas deux. Avec Nurkic en fin de contrat, ça veut dire que l'opération en construction, justement, elle va pouvoir être un peu plus précise ou de toute façon... Ils n'ont pas de place. Ils pourront signer personne. Ils ont un choix de draft. Donc, ils ont fini 7e meilleur bilan de la Ligue. Donc, ils auront le choix, le 23e ou le 24e choix. Donc, avec ça, soit tu as du nez, tu retrouves avec Kyle Kuzma, soit bah voilà, tu auras un bon petit joueur que tu pourras intégrer. Ça va être compliqué, de toute façon. Là. Compliqué. Encore une fois, les gars. Ça a plus se passer sur la flux agency, sur le marché des transferts que pour moi, Nurkic, là, il faut le re-signer. S'ils me disent qu'ils repartent avec la même équipe, je vais pas leur dire vous êtes des malades. Ils finissent 3e. Et je pense sincèrement qu'ils tombent sur le pire. Alors,
équipes qui n'ont pas l'avantage du terrain, c'est le pire match-up possible. Et tu vas me dire que contre Cousins, Casey, ils sont sweepés. Moi, je suis sûr que non. Contre Utah, ils se font sweeper. Je pense pas non plus. Là, c'est vraiment le pire. Ils sont tombés contre John Rondo qui a été horrible. Sur Holiday qui a été magnifique et Anthony Davis qui est indéfendable. Voilà, il est là le problème aussi. Parce que sinon, on n'a pas le même truc. Ils perdent 4-2, on va pas dire il faut tout péter. Bah non. Bah non. Non mais voilà, il est là le truc aussi. Le constat comme là ils sont, tout le monde est frustré pour eux, tout le monde est c'est normal. Mais là, tu vois, il y a des commentaires qui vont être très intéressants. Il y en a un qui est super bien sur une comparaison entre McCollum, Lillard et Curry et Monta Ellis. C'est exactement le même cas de figure. Ils ont fait le choix d'évacuer. Voilà, c'est sur le site firstteam.fr. On fait un coucou à Pierre Bento qui nous a écrit ce petit article pour imaginer la suite. Alors prenons quelques commentaires. Si tu veux Thibaut, vas-y. Ouais, Raphaël. Il faut qu'ils changent quelque chose, c'est sûr. Le problème c'est qu'ils ont peu de marge de manœuvre, role-player signé trop cher, on l'a dit. Pour moi, il faut qu'ils essaient de recruter un Cousins ou un Dédé Jordan pour avoir de l'alternance dans le jeu. On a vu avec cette série que Lillard et McCollum étaient ciblés derrière, il n'y a plus de solution. Clairement. Alors, en effet, autre commentaire sur first-team.fr pour ceux qui ne connaissent pas tous les jours des news sur la NBA. 10 nous dit coaching catastrophique de Terry Stotts. À part au début du match 4, il n'y a eu aucun ajustement pour essayer de concurrencer la défense. Pour moi, Portland doit essayer de trouver un nouveau coach et tenter une reconstruction, notamment autour de Zach Collins, Evan Turner, pas au niveau. Cet été, il faut faire de la place pour essayer d'attirer un gros agent libre, type LeBron James, qui ne voudra jamais venir dans un petit marché, je pense. Du coup, bon, ces idées, c'est des idées de reconstruction. Et aussi, dernier commentaire donc, sur Polo, si tu as le dernier commentaire, parce que c'est le plus intéressant, regarde sur la comparaison. Portland, avec le duo Lillard-McCollum, ressemble aux Warriors de Curry-Ellis en backcourt. Deux joueurs avec les mêmes profils, carence défensive. Or, à l'Ouest, en play-off, on doit forcément défendre sur des Harden-Paul et des Curry-Thompson pour aller plus loin. Pour moi, ils doivent s'inspirer des Warriors en tradant McCollum pour rééquilibrer le backcourt, trouver du talent à l'intérieur, plus facile à dire qu'à faire. Ouais, mais c'est ça. Mais on est plutôt d'accord avec lui. Le management de trancher. Ouais, mais bien sûr, mais trancher, mais c'est toujours pareil. Regarde, par exemple, je vous propose un truc. CJ McCollum est sur la liste de transfert, Nurkic n'est pas signé. Est-ce que tu fais cet échange face à Dédé Jordan contre CJ McCollum qui est agent libre cet été. Qui peut re-signer, on parle de Dallas, mais il re-signe son contrat. Moi, tu sais très bien ce que je pense de Dédé Jordan à Portland. Moi, c'est quelque chose. C'est pas du talent. C'est du talent défensif. Ah, mais donc tu perds. Ouais, mais regarde, ça a marché quand Damian Lillard était tout seul. Non, ils ont attendu que CJ McCollum arrive en étant presque All-Star de ce niveau-là. Donc si tu perds CJ McCollum, direct la première saison de McCollum, il y a déjà Aldridge, il y a encore Aldridge et tout. Et c'est après quand il se barre que boum, McCollum joue. Donc ça marche très vite au final. Non, mais ça marche très vite, mais sauf qu'on connaît la carence dès le départ. C'est pour ça que ce truc avec Curry et Ellis, c'est le meilleur exemple puisqu'il avait été transféré contre Bogut. On s'en souvient, Monta Ellis. Donc c'est pour ça que je vous propose des Jordan. On en parle depuis longtemps, mais est-ce que tu fais le choix clair? Sachant qu'il y avait Klay Thompson qui est arrivé, qui était déjà drafté. Tu fais le choix clair de dégager McCollum et d'aller chercher un mec qui a clairement moins de talent en attaque, en Dédé Jordan. Tu vois, c'est un choix de ouf. Mais tu rééquilibres peut-être plus les équipes. Et il y a aussi que. Tu n'as pas de talent derrière. Moi, je pense que je le ferai quand même. Okay. Parce que alors, ce serait une première pierre. Hein, c'est pas la solution parfaite où c'est ça y est, on a fait ça, on a tout réglé. Mais ça serait déjà deux bonnes briques pour moi dans la reconstruction. Je pense qu'ils sont obligés de faire un choix entre les deux. Et moi, mon choix, il est clair. C'est McCollum qu'il faut évacuer. Ensuite, il y a aussi un truc qu'on parle peu chez Portland, ils ont le droit de bien drafter aussi. Moi, leur poste 4 shooter, là, Zach Collins et Myers Leonard. Myers Leonard, on arrête un peu. C'est des choix de draft, c'est le tri. On a le droit d'avoir un peu de Blair aussi pour signer, pour drafter des mecs. Justement, ce que tu dis ça, d'avoir du nez pour drafter. Le management, vous lui faites confiance à ces gens qui sont à la tête de cette été. Non, moi je te dis. C'est ça le doute aussi. Coup sur coup, tu donnes des trop gros contrats, des contrats toxiques aujourd'hui à Evan Turner, à Myers Leonard, ce genre de joueurs, et Allen Crabbe qui s'est barré au Nets depuis. Donc non, aujourd'hui, si on doit changer aussi peut-être quelque chose, c'est à la tête, c'est les GM, en se disant, les gars, là vous avez quand même déconné. On va repartir sur autre chose. Ça peut être une bonne solution. Vraiment cet été, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer cet été côté Blazers. Ça va être super intéressant à suivre. Et Aaron en parlait aussi il y a quelques semaines, l'importance de petits marchés qui fait peur aux Après, on sait que par rapport aux années 90-2000, maintenant avec Internet, les trucs comme ça, il y a moins ça de gros petits marchés. Après, oui, effectivement, LeBron James n'ira jamais signer. Donc ça existe. Moi, je vois aucune resta qui signe. Soit c'est un trade. Il y a personne qui dit, les gars, pourtant c'est cool, j'y vais. Si pourtant le mec qui rentre dans le bureau de la réunion, il fait bon les gars, il nous faut LeBron James. Bon, merci, moi je peux être GM aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça va quoi. Bon, tout de suite, en bref, on a des petites news pour vous, les dernières actus chaudes avant de parler de la draft, parce que Elise Boila va arriver en plateau pour nous donner sa draft à elle. Ouais, elle a déjà du nez, elle aussi, elle a tout en avance. Bryant on the move with the jumper. He got it!
Allez, les news en bref, deux nouvelles à vous annoncer dont on voulait discuter en bref justement. Une future star, le phénomène Luka Doncic qui sera bien présent à la draft 2018. Ce sera le jeudi soir 21 juin. Le Slovène de 19 ans qui est éblouissant en Euroleague, qui pourrait être dans le top 3, top 5. Ouais. Vous en pensez quoi? Ouais, il a intérêt à y être, parce que les mecs font l'impasse, mon frère. Top 3, vraiment, je pense. Et on peut imaginer une énorme surprise, même si le seul Même Européen à avoir été drafté numéro 1, c'était Bargnani, on s'en souvient, mais sur un poste de pivot. Donc, parce que les grands, ça fait toujours fantasmer. Je ne le vois pas numéro 1 parce que c'est pas un Américain. C'est aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le mec de toute cette draft qui joue à plus haut niveau, qui fait des perfs à très très haut niveau depuis au moins 2 ans. C'est physiquement où il n'est pas américain, quoi. Voilà, et encore, t'inquiète, qui met quelques tomards, qui met des grands tirs clutch en Euroleague. Donc, oui, c'est pas le pire des choix. Voilà. En tout cas, sur mockdraft.net, on verra celui d'Eli juste après, je crois qu'il est 2e, mais il est 4e. Et donc là, aujourd'hui, c'est Atlanta, on verra avec la loterie. Mais aujourd'hui, ce serait Atlanta en 4e position qu'il choisirait. Après, évidemment que ça dépend qui sera premier, hein, parce que bon. Lui, c'est un mec qui va changer la face de. On le souhaite. En tout cas, il a tous les. Tu sais, tout est réuni pour que ce soit une légende. Quel que soit s'il reste en Euroleague, s'il va en NBA, il a tout pour. Maintenant. Il n'y a plus qu'à, parce que le plus dur, c'est de le faire. Imbroglio autour de Porzingis, le New-Yorkais. Gros doute au sujet de la suite de son opération. On nous annonçait d'abord son retour en décembre, la saison prochaine, après sa blessure en février. Et là, depuis quelques heures, on nous dit que finalement, il pourrait même rater toute la saison prochaine. C'est chaud. Enfin, là, pour une blessure au genou, un problème ligamentaire. James Dolan qui commente, on m'a fait une estimation d'un retour au mois de décembre à une absence totale la saison prochaine. On peut tout simplement rester à rien foutre en attendant qu'il revienne. On doit développer une équipe et le réintégrer quand il sera prêt. En gros, il va falloir construire même sans lui. Enfin, c'est chat noir incroyable. Moi, honnêtement, c'est bizarre là quand même. C'est une franchise de merde. C'est Tom qui m'avait dit regarde, ça marche. Mais un an et demi pour une blessure. On va voir. Je suis dépité. On est sur quoi, franchement, je suis dépité. C'est tout à fait le genre de news qui sent la merde. Et s'il doit rater vraiment toute la saison prochaine, faut revenir après, on retombe encore dans des attentes. À New York, de toute façon, on passe la vie à attendre. C'est la poisse. Mais ce qui est quand même très bizarre, alors on n'est pas médecin, mais une blessure qui démarrait d'une entorse vers une blessure, les mecs font 2-20. Une blessure ligamentaire, c'est pour ça. Non, mais les mecs font 2-20 quand tu blesses, ça te demande à Yao Ming. Yao Ming, c'est arrivé à 25-26 ans. Lui, il a 20 ans, le gars, 22 ans. Quand tu fais 2-20, tu te casses un doigt, tu prends 3 fois plus de temps que les autres pour... On va en prendre un autre alors à la draft. Bon, à eux de jouer. Justement, la draft, on en parle. La mock draft d'Elise Boila, c'est maintenant. La semaine dernière, elle était sur la 10e position. Cette semaine, à votre avis? 9e. Wouh! Allez, mention bac. Chaque semaine jusqu'à la draft du 21 juin, Elise vient ici sur ce plateau du First Talk vous présenter ses estimations de la draft. Vous présentez un joueur donc par semaine. La semaine dernière, c'était Colin Sexton. Et cette semaine, je vous présente donc du coup mon choix numéro 9, Wendell Carter Jr. L'intérieur des Blue Devils, c'est un poste 5 de 2,8 m, 119 kg pour une envergure de 2,21 m. Donc il s'est présenté à la draft un peu tardivement comparé aux autres joueurs du 5 de départ de Duke. Apparemment, sa mère disait qu'il envisageait de faire une année supplémentaire. Au final, vu le nouvel effectif qui arrive derrière, je vous le rappelle quand même l'année prochaine à Duke, Cam Reddish, R.J. Barrett, Trey Jones, Zion Williamson, donc du lourd, il a finalement décidé de se présenter et il fait bien. Il faut savoir aussi que Wendell Carter fait partie des joueurs qui, depuis le lycée, excellent non seulement sur le terrain, mais aussi à l'école. C'est un vrai geek. Il a reçu à plusieurs reprises les honneurs académiques, car aux États-Unis, on récompense non seulement les étudiants athlètes qui sont forts à l'école, mais qui sont forts sur le terrain, mais aussi à l'école. Il aurait même un moment considéré aller à Harvard. Mais bon, au final, il choisit Duke et il fait bien, car cette saison, Duke avait un des meilleurs effectifs du championnat. Marvin Bagley, Grayson Allen, vous le connaissez. Et lui finit à 13,5 points et 9,1 rebonds de moyenne cette saison, ce qui est quand même plus que correct dans un effectif de gros scoreurs à Duke. Donc du coup, concernant ses forces, c'est un joueur qui a un gros QI basket pour un freshman. Il s'est rapidement adapté au jeu NCAA à ses coéquipiers, ce qui est rare pour un joueur aussi jeune. Et c'est aussi un bon signe pour sa future adaptation à NBA. Et c'est vraiment ça qui est le plus important avec lui. C'est cette capacité d'adaptation qu'il a. Par exemple, au début de saison avec Marvin Bagley, ils étaient tous les deux dans la raquette, ce qui rendait le jeu vraiment difficile du coup pour Duke. Et naturellement, Wendell Carter s'est écarté. Au fur et à mesure, il s'est adapté au jeu de Marvin Bagley et a joué à l'extérieur et a montré un shoot qu'on ne voyait pas forcément en début de saison.
C'est aussi un gros rebondeur. Par exemple, il exécute tout le temps ce qu'on appelle des box-out, c'est-à-dire le fait de bloquer son joueur avant d'aller au rebond. Et c'est un fondamental qui est très peu utilisé chez les jeunes big men. Il a vraiment ce qu'on appelle le sens du timing et le sens du rebond. Il soit toujours au bon moment, il est toujours positionné comme s'il savait à peu près où aller tomber la balle. Et en plus de ça, il a un très bon toucher près du cercle et des skills au poste bas plus qu'intéressant. Du coup, côté faiblesse, c'est pas l'athlète explosif et athlétique comme on attend chez les big men en NBA en ce moment. Et un autre point qui sera sûrement compliqué pour lui. Grosse faiblesse quand même pour entrer en NBA, non? Ouais, et un autre qui est un peu aussi compliqué pour lui, c'est le fait qu'il sur la défense pick and roll, il a du mal à chaque fois qu'il doit switcher sur un joueur plus petit. Et ça, on sait que dans la NBA moderne, ça peut être compliqué. Ça, mon frère, surtout qu'il ne fait pas de 15. Hein. Non, surtout qu'il ne fait pas de 15. Après, voilà, est-ce que ça peut s'améliorer? J'espère pour lui, mais en tout cas, ce sera vraiment une faiblesse du coup à travailler. Mais alors, tu compares à qui qu'aurait ces mêmes faiblesses ou forces en NBA un type d'Alor Ford, sauf que lui, Alor Ford, il s'est switché sur les plus petits, mais dans la taille, dans le physique et puis dans l'intelligence de jeu, ce sera un style de Alor Ford. C'est une bonne comparaison, alors déjà, on était un peu méchants. Ah oui, mais c'est un bon joueur, il vient d'avoir 19 ans. Il était plus fort même à Alor Ford. Il dominait à Florida avec Joachim Noah, il était plus fort. Donc, 9e, il restait 2 ans aussi. 9e, mais sans certitude. Oh, moi, non, il sera un loterie. Ce sera un loterie pick, c'est sûr. Bon joueur NBA, mais après, voilà, là, il y a vraiment du travail à faire. Et le mettre dans le top 10, c'est un pari de ta part ou... Ah non, je pense qu'il est dans le top 10 de toutes les mock drafts. Quand on voit sa taille et tout, et tu parlais du rebond, alors, c'est pas le même genre de truc, mais ça me faisait penser un peu à Dennis Rodman. Ah oui. Tu vois, le sens du rebond, tac, il vit un peu pour le rebond. En fait, lui, il peut mettre des tirs, quoi. Il est pas très explosif, mais lui, il comble en fait. Il fait 2-8, lui. Oui, d'accord. Il fait même pas 2 mètres. Non, mais lui, il comble en fait son manque d'athlétisme, de physique par son QI basket. En fait, il a un très très gros QI basket et c'est naturel chez lui. Ça a vraiment été sa force chez Duke. Du coup, en projection NBA, moi j'ai mis les Knicks qui ont vraiment besoin d'un big man. Hein. On sait pas quand est-ce que Porzingis va revenir. On sait que Enes Kanter est free agent cet été. Et du coup, on sait qu'Enes Kanter est pas mal offensivement près du cercle. C'est pas vraiment ça en défense. Ça leur ferait pas de mal d'avoir un Wendell Carter. Ou sinon, j'ai mis Cleveland. Je rentre pas dans les détails. On sait que Cleveland a besoin d'un big man. C'est clair. Très bien. Parfait. Bravo. Tout de suite, les bonnes. Petit quiz. Petit quiz. Petit quiz. Bien sûr. Allez, c'est parti. J'ai décidé cette semaine de vous faire un quiz sur les logos. Pour changer. Allez, pourquoi pas. On pourra gagner un jeu NBA 2K si on gagne ou... Ah, je sais pas. Ça, c'est à la fin de l'émission, ça. Si vous en avez un rap, je sais pas. Vous avez entendu? Arizona? Non. J'ai pas trop mis des faciles, mais normalement... Albuquerque. Ah oui. Auburn. Bien joué, Ariel. Comme par hasard. Je t'en prie. Ah, il y a Apollo qui dit pardon, Michigan. Non. Non, Missouri. Non. Ah, c'était bien, Missouri, pas mal. Midwest. Attends, un truc. Oh là là, je vois trop en plus que c'est facile, hein, sauf que. Hein? Midwest? C'est un état? Oui. Je sais pas. Non, c'est une ville. C'est une ville? C'est une ville-état. Hein? Ville-état. Qui? Je peux vous dire. Vous pouvez jouer dans les commentaires. Chris Humphries a joué là-bas. Maryland. Non. Ah ouais. Massachusetts. Il nous dit là. Non. McDo. Minnesota, voilà. Bien joué. J'aurais jamais trouvé. Un point pour Gustav. Bien joué, bien joué. Qui a gagné, c'est dommage. C'est donc un état. Notre Dame. Marseille. Non. C'est pas Notre-Dame, ça? Non, c'est pas Notre-Dame. Non, Notre-Dame. Ça, c'est quelque chose qui a rapport avec moi. Ah oui, Nicole State, bravo, c'était la petite fac. La petite fac. Ah ouais, t'avais un sabre quand t'es arrivé comme ça? Ils offraient un sabre à l'arrivée. Ça, c'est Ricard. Rockstar. GTA. Elle est difficile celle-là, mais vous pouvez la trouver. Ah ouais? Vas-y, j'ai caronné les là. Rutgers, oui. C'est là où il y avait Wisconsin. J'aime ça. J'ai pour toi celle-là. Bravo. Non, c'est les Rutgers, mais c'est pas Wisconsin. Rutgers, je sais plus. Mais bien joué, bien joué. Les Show, le Star. Je crois qu'il y en a une dernière. Du coup, Santa Fe. Non, c'est une université de geek un peu. Une bonne université, Ivy League. Stanford. Oui. C'est Stanford, ça? Ouais. Ah ouais? Alors là, incroyable. Et ça, Texas. C'est le dernier, apparemment. Ouais. Texas, non? Non, c'est pas Tennessee. Il y a deux T, donc Texas. Ah, Texas State. Texas Tech. Voilà. Ouais, Texas Tech. Bravo, très bien, c'est bien ça. C'était bon ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas mis du facile. Bah non, c'est trop facile. Allez, on fait vite en bref parce qu'on a dépassé le live, c'est midi à 13h, vous le savez, mais on est encore là pour terminer, comme d'habitude, les All-Stars, pas All-Stars, les bonnes et les mauvaises nouvelles. And Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway.
Allez, tour de table pour les bonnes et les mauvaises nouvelles, les All-Stars, pas All-Stars. On commence avec les bonnes nouvelles parce qu'on est positif. Les All-Stars, Elise, qu'est-ce que c'était? Moi, mon All-Star, c'est les Pelicans qui sweep Portland. C'est vraiment la surprise de ces playoffs. Ils m'ont régalé pendant toutes ces playoffs, que ce soit le Big Three, Anthony Davis, Jrue Holiday ou Rondo. Même Mirotic m'a fait kiffer, donc franchement, bravo. Et j'ai hâte de voir cette série contre les Warriors. Bon choix. Très bien. Tom. Moi, c'est une petite vidéo, on en a parlé vraiment vite fait tout à l'heure. Vas-y, Polo, hein, c'est le duel entre Lance Stephenson et donc notre ami LeBron James. Alors, j'ai mis les petites images comme ça. Donc, ça, c'est sur le match 4. Hein. Regardez, LeBron agacé sur cette petite action. Stephenson qui. Hein, comme ça. Et là, une technique. Eh oui, parce que LeBron va pousser Stephenson. Oh là, il rajoute des tonnes, il me régalette. LeBron a le seum de fou, il s'est fait avoir. Il a eu une super déclat juste après, on va en parler. Donc là, il a le seum, mon cher LeBron. Et ça, alors la dernière action, c'est un truc qu'on voit jamais avec LeBron. Sur une défense de Lance Stephenson. Vas-y, on avance la vidéo, celle-là. Dans le money time, il reste 5 minutes. Regardez, il lui prend la balle comme ça va aller entre deux. LeBron, ça lui arrive jamais qu'on vient l'embêter comme ça, au point que. Alors la célébration régale, hein, bravo Lance. Mais c'est vrai que Stephenson, il a ça en lui d'aller embêter LeBron. C'est le LeBron stopper. Allez, hop, enflammade. il l'empêche de rien du tout, mais il l'empêche qu'il l'embête. Et LeBron a dit je me suis fait avoir comme à l'école quand on te fait une blague et que tu te fais attraper par la maîtresse. Et là, j'ai fini chez le proviseur. Bref, c'est un super duel qui nous fait kiffer. Dans une super série. Régalade. Erwan. Moi, c'est Anthony Davis qui confirme qu'un jour, ce mec-là sera MVP, sera champion NBA parce que ce qu'on le voit faire, ce qu'on l'a vu faire face à Portland, c'est fantastique. Et ce qu'il va faire face aux Warriors, ça va être tactiquement très intéressant de voir comment les Warriors vont s'adapter. Finir avec le small ball et Damon Green sur Anthony Davis, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc, on va voir si les Warriors vont s'adapter. En tout cas, je pense que Anthony Davis et les Pelicans peuvent causer quelques soucis aux Warriors. J'ai hâte que ça commence. Et mon All-Star, c'est les performances même, mais la dernière, notamment de Ricky Rubio, qui m'a particulièrement impressionné. Vision du jeu, il a mis les shoots. Et en face, bon, il y a quand même Westbrook, c'est pas rien. Et donc Rubio, chapeau, et il mène le Jazz comme il faut. Et c'est vraiment plaisant, même si parfois j'aurais envie qu'il serve un peu plus Rudy. Mais ça, c'est une autre question. Chapeau Rubio. Voilà, bien sûr. Ouais, 18 points quand même. Il est dans son rôle, un gros rôle. Il est dans son rôle, ça veut pas dire que. Il n'est pas dégueu. Les flops, tout de suite, les pas All-Star. Du coup, je rebondis parce que moi, du coup, en pas All-Star, j'ai mis du coup Westbrook. Il a quand même réussi, Ricky Rubio a quand même réussi un peu à le rendre fou, à le freiner. Et comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, il a dit je vais m'occuper de son cas sur le prochain match, donc j'ai vraiment hâte de voir ce prochain match. Et dans la foulée, on a vu que Donovan Mitchell a mis un petit tweet avec un petit genre bouche cousue là, dans le sens où ça va chauffer au Game 4. Je pense qu'il a pété les plombs Westbrook, et moins que les 5 premières minutes, ce sont un truc de malade. Ce sont un truc de ouf. Moi, mon Paul Star, c'est du coup cette photo là qu'on a tous vue. Donc c'est dans le Money Time, encore une fois, il me dit un truc. Et donc c'est un huddle pendant un temps mort. Et normalement, c'est le coach qui prend la plaquette, qui explique des trucs. Le gars est derrière comme le petit frère d'un de tes potes qui fait je peux regarder moi aussi. Gros, non mais attends, c'est le coach lui. C'est en train de regarder. Alors ça, c'est vraiment une image qui va rester très longtemps. Je pense que j'ai aucun souvenir d'un coach qui se fait autant victimiser par LeBron d'abord, et puis ensuite qui est mis à l'écart, quoi. Là, il reste 2 minutes, quoi. Enfin, même pas, il reste quelques secondes, 40 secondes, je crois. Un manque de respect pour celui qui livrait des duels dantesques à Allen Iverson en finale NBA. Pas possible. Pas possible. Ton pas All-Star, Erwan. Mon All-Star, moi, c'est les Timberwolves, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont gagné un match de playoff, bravo à eux, mais derrière, ça a flambé beaucoup trop. Ce soir, c'est le match numéro 2. J'ai hâte de voir la réaction des Rockets, mais on aime bien quand ça chambre, quand ça parle sur le terrain, mais faut pas que ça soit non plus, faut que ce soit à bon escient. Là, je les ai trouvés beaucoup trop présomptueux, nos amis de Minnesota. Et moi, pas All-Star, le dernier, c'est une phase d'arbitrage lors de Spurs Warriors où on voit David Loest qui est parti faire du vélo le long près des vestiaires et qui a réussi à prendre une technique. Et personne n'a compris comment comment l'arbitre avait pu entendre ce qu'avait dit David West parce qu'il a dû parler forcément. Mais donc personne n'a trop compris comment il avait pu se faire rattraper par la patrouille de si loin du terrain. Il a dû vraiment crier fort et je sais pas, tout le monde s'est tué à ce moment-là. L'arbitrage vidéo comme en 2006 avec 18. C'est vraiment. Ça doit venir de là. Attends, j'ai un dernier top truc qu'on n'a pas dit sur la partie Spurs Warriors, mais c'était important. Ginobili et Tony Parker ont le record de matchs gagnés en playoff, 132. Ils dépassent le duo Tony Parker et Tim Duncan. Juste devant, le duo Ginobili et Tim Duncan qui est à 126. Bref, en tout cas, c'est une performance incroyable pour un trio qui est évidemment légendaire.
Avant les remerciements ou après les remerciements? Bah, je le dis maintenant. Alors, du coup, la semaine dernière. On terminera l'émission sur les remerciements. Ouais, pour le début des playoffs, on voulait vous faire gagner quelques jeux NBA 2K. Alors, la plupart des gens l'ont, mais en tout cas, il y avait un jeu concours sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Donc là, je vais regarder les petits noms des gagnants. Bon, encore mieux, je vais pas les dire parce que c'est que des noms, tu sais, de Twitter, de machin. Je vais vous envoyer un message à chacun d'entre vous, l'un sur Facebook, l'autre sur Twitter, l'autre sur Instagram. Et puis, vous allez pouvoir recevoir chez vous un petit jeu NBA 2K à offrir ou à jouer, tranquillou. Voilà. Amusez-vous bien, tout de suite. Amusez-vous encore et toujours avec nous. C'est les remerciements. C'est les remerciements. On remercie bien sûr Polo, Damien et Sully en régie. Puis on va remercier le premier, c'est notre ami Marty. Comment il s'appelle? Conlon. Ah, je t'ai envoyé lui. Ah merde, c'est pas lui que je voulais. Ah bon, il a des problèmes gastriques, il a du mal à faire caca, donc du coup. Oh non. Non, mais c'est pas ça que je voulais en plus. Putain, j'ai envoyé de la merde, c'est de ma faute. Attention au deuxième. J'ai pas envoyé l'autre. Et l'autre, c'est Todd Day. Et quand il était blessé, on savait pas trop s'il allait jouer. Il était en Day Todd Day. En mise à jour. En day to day. En update. Voilà, ça, c'est les blagues de. Putain, je t'ai pas envoyé la bonne photo. Bah, ça sera pour la semaine prochaine parce que j'avais un truc avec une musique suivie et tout. Je t'ai pas envoyé le bon. Ah, mais oui, la fameuse musique. Eh ouais. Ça sera pour la On semaine peut quand même la prochaine. mettre pour rigoler ou pas? Comme ça, on peut danser pour finir Mais l'émission. non, ça n'a rien à voir. Ah bon, tant pis alors. Moi, j'aime bien cette musique, c'est pour ça. Parfait. Bon, c'était un régal d'être avec vous pour ce nouveau First Talk. Retour dans le First Day Show jeudi. Et De puis, Steph Brun aussi qui sera avec nous. Wow! Non mais moi je suis trop content. Attends, avant, c'est bien jeudi. Mais mercredi, il y aura Evan Fournier avec nous, donc vous pourrez lui poser plein de questions. On va mettre tout ça sur les réseaux. Il y aura une FAQ de la communauté pour Evan Fournier, donc qui sortira mercredi soir. Et jeudi, il y aura le retour de Steph. Donc c'est une semaine bien chargée, parce que vendredi, il y a aussi Bismack Biombo qui vient. Donc ça en fait des petites vidéos cette semaine, c'est régalable. Hein. Christophe Colomb, putain bravo, c'est ça là qu'il fallait faire. Mec, viens bosser avec moi mon gars. Je te file un petit 6 000 par mois. Ouais, 6 000 centimes. Un ancien franc. Ouais, c'est clair. En Louis d'heure, je te paye en Louis d'heure, monseigneur. Oh, non. Erwan, Airball Trade, on me l'a fait depuis que j'ai 18 ans, les gars. Vous n'avez rien inventé, monsieur le jeu de mots. T'en as des bons, celui-là, il était un petit peu trop facile. Oh. Mais non, mais il a été très bon. Toutes les Oui, il était bon, On on va te régaler. voit. Merci à te vous voit. de nous avoir suivis en direct et ensuite là sur la chaîne YouTube First Team, bien sûr. Comme d'habitude, on se retrouve tout de suite dans la semaine sur les réseaux sociaux, partout. Merci Elise, merci Thomas Erwan. Allez, Merci à très Thibaut. vite. Yes, sir. Biombo, gros joueur, j'abuse. Waxy.